docteur Jean-Louis Bisset, je suis oncologue médical. Je travaille dans une clinique, c'est mon activité de médecin, mais j'ai une deuxième casquette. Je suis directeur du centre ressources à Aix-en-Provence, directeur et fondateur. C'est un centre à but non lucratif qui œuvre pour accompagner les personnes touchées par le cancer, au sens large, c'est-à-dire les personnes malades, mais aussi l'entourage, pendant et après les traitements du cancer. Les adultes comme les enfants, hommes, femmes, quel que soit le type de cancer. Donc on est très ouvert et vraiment on s'occupe des personnes hors fin de vie. Et ce n'est pas un centre d'hospitalisation, c'est un centre dans lequel les gens viennent. Ils ne vont pas se soigner contre le cancer, c'est un centre dans lequel on va les aider, eux, en tant que personnes. L'objectif, il y a deux grands axes dans ce centre. C'est un centre de mieux-être et d'accompagnement thérapeutique. Mieux-être, on va proposer quantité d'activités le plus variées possible sur l'aspect mieux-être. Ça va du psychologique, le psychologue, l'assistante sociale, le médecin du travail, à des techniques d'acupuncture, à des techniques, non pas acupuncture, pardon, à des techniques d'ostéopathie, réflexologie plantaire, qigong, tai chi, de la gymnastique, de l'aquagym, de l'aquagem, c'est de la détente dans l'eau, de la sophrologie, de l'hypnose, de l'esthétique. Bon, de l'art-thérapie, pratiquement tout ce qu'on peut imaginer, du chant en groupe. Donc des activités soit en individuel, soit en groupe, qu'on peut appeler des activités de mieux-être. On va prendre soin de soi et au quotidien. On est d'accord que lorsqu'on arrête cette technique-là, elle n'est plus efficace. C'est pas une technique de séance d'ostéopathie qui nous garantit pour la vie d'être bien. Elle nous fait du bien, et puis on recommencera, si besoin plus tard, etc. Donc c'est des techniques que j'appelle de mieux-être. Mieux-être, pourquoi ? Parce que c'est pas thérapeutique dans le sens de, on n'est pas en train de traiter la maladie. On va aider la personne à être bien et à prendre soin de soi. Et ensuite, il y a une deuxième axe dans le centre, qui est un centre qui propose un programme d'accompagnement thérapeutique. Et là, ce programme, c'est un peu comme, je dirais, préparer les personnes en groupe sur une année et les rendre plus forts, les rendre actrices de leur santé. On va leur enseigner des choses pour qu'elles apprennent et qu'elles retiennent cela, entre guillemets, pour la vie. Pendant un an, elles vont apprendre à gérer le stress, elles vont apprendre à améliorer leur alimentation, apprendre à améliorer leur activité physique, elles vont apprendre des connaissances sur le cancer, les traitements, les causes, et elles vont travailler à travers ce qu'on appelle une psychothérapie de groupe, qu'on appelle soutien-expression. C'est issu de la psychothérapie existentielle. Il y a un film qui sort d'ailleurs aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la thérapie du bonheur par Irving Yalom. C'est exactement ça. C'est issu de la psychothérapie existentielle d'Irving Yalom, créée à Stanford en 1970. Et c'est là-dessus qu'est basé le concept du centre ressources. C'est ce travail qui est fait en groupe, où on va non pas faire une transformation de la personnalité, on va tirer la personne vers le haut pour l'aider à se confronter face aux difficultés auxquelles elle est confrontée à travers le cancer. D'accord. Sur une année. Apprendre à mieux exprimer ce qu'on ressent, apprendre à être authentique avec soi, apprendre à entrer mieux en relation avec les autres. Voilà, ce travail, il est extrêmement important. Il est démontré être important pour aider les gens à mieux vivre cette épreuve. Il est important parce qu'il a aussi un impact thérapeutique. On sait que ça réduit les risques de récidive, ça améliore les chances de guérison. Et chez des personnes qui sont en situation de maladie métastatique, ça améliore aussi même leur taux de survie, en qualité comme en temps. Donc, c'est doublement important. En dehors du programme sur un an, les patients que vous recevez dans le centre, c'est des personnes qui sont en cours de traitement dans un hôpital à proximité, ou ça peut venir de toute la France ? Alors, ça vient principalement, bien sûr, du bassin du pays d'Aix, oui. Puisque le centre est à Aix. Oui. Maintenant, il y en a un autre à Montélimar, et puis on est en train d'en créer d'autres à travers la France, à travers une fédération. Et les gens peuvent venir d'où ils veulent, puisque ce centre n'est pas rattaché à un établissement de santé, donc les gens peuvent venir d'hôpital ou d'une clinique, et il y a des gens qui viennent de très loin, de Paris, de montée du sud-ouest de la France, qui viennent parfois passer pendant une semaine autour d'Aix, pour bénéficier des services du centre. D'accord. Sur un plan financier, d'ailleurs, c'est pris en charge pour eux ou comment ça se passe ?
Alors, c'est un modèle participatif, j'appelle ça moi un modèle social, puisque c'est comme une entreprise sociale. On doit fonctionner, être rentable, parce qu'on doit payer nos charges, mais on a 125 intervenants bénévoles, on a des salariés aussi pour faire fonctionner ce centre, mais la participation est libre. Donc, on invite les personnes à être conscients que ça fonctionne grâce à l'aide de chacun, mais les gens qui n'ont pas les moyens financiers ne donnent rien. Si possible, ils donneront un coup de main ou ils se débrouilleront pour récolter des fonds pour ressources. Mais donc, la participation est libre, elle est volontaire et libre. Hein. Donc, il y a une accessibilité à tous. C'est essentiel dans le concept du centre. D'accord. Donc, c'est financé à 90% par des dons et à 10% de subventions publiques. Et vous avez combien de patients en moyenne? Enfin, je ne sais pas si on peut dire par mois ou par an, ou si c'est... Oui, on peut dire aujourd'hui, après 3 ans et demi d'ouverture de ce centre, on avait créé l'association depuis 2001, mais on a évolué sur plusieurs années. On a ouvert cette dimension de centre en 2011, et on est maintenant à 800 adhérents sur l'année. On est à 250-300 personnes par mois en file active, de gens qui bénéficient du centre. D'accord. Voilà. Et on a ouvert depuis peu des groupes de soutien, des programmes de soutien pour les aidants, l'entourage proche, mais aussi pour les parents d'enfants atteints de cancer. On s'occupe aussi d'enfants atteints de cancer dans le centre. Voilà. Et c'est vrai que dans cet axe-là, votre initiative, un pas vers la santé, nous, on peut être plus que partie prenante. On me posait ce matin la question, une radio, de notre investissement vers la prévention. Nous, on n'a qu'une envie, évidemment. On veut aider les gens malades, on veut éviter les récidives. On n'a qu'une envie, c'est que la famille, l'entourage, et que ce modèle-là rayonne et donne envie de faire de la prévention pure, de la préservation de la santé, l'optimisation de la santé. Et donc, à travers des colloques que l'on fait, on en fera un qui s'appelle Cancer et génétique en novembre. On veut s'ouvrir vers l'extérieur et participer, et en tout cas être partenaire d'initiatives comme Un pas vers la santé, c'est aussi dire oui, on peut et il faut aller vers la prévention. On ne peut pas ne faire que de la thérapeutique des gens malades. Il faut aller vers la prévention, sinon notre société va dans le mur. Moi, j'aime bien dire que la banquise a fondu depuis longtemps pour beaucoup de gens. C'est 1000 personnes par jour qui apprennent qu'elles ont un cancer. Je vous rappelle que c'est une personne sur ces 15 millions de gens qui ont une pathologie chronique en France. Donc il est temps d'aller vers la prévention. Et pas simplement du réchauffement climatique. C'est la Terre a la fièvre, mais nous, on est malades aussi déjà. Donc la marche en particulier, elle a, je trouve, ce double intérêt, ce double message. On parle beaucoup de l'activité physique. Je suis tout à fait partenaire et conscient que l'activité physique est importante. J'ai vu ça dans des congrès il y a 20 ans aux États-Unis où on parlait que de ça. Ça arrive enfin en France, l'importance de l'activité physique. Mais après, le problème serait de faire croire qu'il n'y a que l'activité physique énergétique. Non, il y a l'activité physique, le fait d'habiter un corps, le fait que ça permet un lien social, le fait que ça permet une activité méditative, contemplative, gérer le stress à travers cette activité-là. L'impact que ça peut avoir sur, on le sait très bien au niveau biologique, l'immunité, sur les métabolismes énergétiques, les métabolismes hormonaux, etc. En tant qu'oncologue médical, en tant que spécialiste sur l'environnement santé, puisque je suis une formation, je suis partant à 10 000% pour ce type de démarche. Et c'est pour moi des pratiques de santé essentielles qu'il faut absolument développer plus que des... C'est plus encore important, je ne suis pas contre le dépistage, mais je pense que c'est des pratiques qu'on doit avant tout développer, c'est la prévention. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est ouvert aussi aux familles des patients? Est-ce qu'il y a un programme particulier? Voilà, c'est aussi ouvert à l'entourage, c'est essentiel, on a dit, on veut les personnes touchées par le cancer, donc l'entourage proche aussi est bienvenu. Il y a un programme spécifique d'ailleurs pour eux, ils ont accès à tout le pôle mieux-être, mais il y a aussi un programme spécifique de 6 mois où ils ont le droit de redoubler parce qu'en général ils demandent à ce que ce soit prolongé. Un programme aussi spécifique pour eux. D'accord. Et je vous demandais tout à l'heure si vous aviez avec vos collègues oncologues des retours, peut-être
des oncologues qui vont soit changer d'avis, soit qui ont vu dans le centre ressources une évolution dans le traitement de leurs propres patients. Des retours de cet ordre-là? Dans notre concept, on veut rendre le patient acteur de la santé. Donc, on ne recherche pas le retour forcément du monde médical. Hein. On n'en est pas coupé du tout, mais notre objectif est avant tout d'aider le patient et l'entourage. Après, on n'a qu'une envie, c'est que les médecins, effectivement, prennent conscience de l'importance de cela, qui n'est pas du tout, enfin, qui est à la fois important sur un plan humain, mais qui transforme l'approche médicale, la démarche médicale. Alors, je vous dirai mieux quand moi je parle pour la première fois. Enfin, j'en ai parlé l'année dernière à un congrès à Monaco, un congrès de cancérologues. Il y a eu peu de réactivité, peu de réaction. J'en espère un peu plus sur un congrès où je vais parler en fin d'été. Donc c'est en train, on m'invite à en parler, ça commence. Donc c'est en train de s'ouvrir. D'accord. Alors vous allez me dire, je fais une fixation sur les aspects financiers, mais je me trompe peut-être aussi, mais de toute façon, le traitement du cancer, c'est lourd pour le patient, c'est lourd financièrement. C'est une ingénierie et même avec les produits base chimique qui est assez coûteuse. Est-ce que les pratiques complémentaires que vous proposez dans le centre ressources ne seraient pas aussi un moyen d'optimiser le traitement traditionnel et voire avoir une diminution de coûts à terme sur ces traitements, sans compter bien entendu que diminuer le traitement c'est un bienfait naturel pour le patient. Alors, il y a plusieurs aspects à ce que vous venez de dire, dans ce que vous venez de dire. Prenons l'exemple du cancer du sein. Une démarche de ce type, elle a été évaluée. Des femmes qui viennent d'être opérées d'un cancer du sein suivent une démarche de ce type. Ça a été expérimenté avec 11 ans de recul, donc un recul important. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a 50% de récidives en moins et 68% de décès en moins. Donc sur un plan humain, c'est moins de personnes qui récidivent, plus de personnes qui guérissent, 2/3 de mortes en moins. Imaginez à l'échelle de la France, 12 000 femmes qui décèdent chaque année du cancer du sein. Donc vous divisez par 2/3 ce chiffre. C'est énorme. Quand on sait que les morts sur la route, c'est 3 000, ou 1500 ou 3 000, je ne sais plus. On est au-delà. On parle de 8 000 femmes sauvées chaque année. Bon, déjà un aspect humain. Donc une rentabilité parce que c'est peu cher. Et là, dans ce que je viens de dire, 50% de récidives en moins, c'est un nombre de femmes important qui ne vont pas être traitées donc, et donc un coût pour la société en moins. Le calcul, moi je l'avais fait, ça revenait pour 100 femmes qui venaient au centre ressources, qui participent au programme, et sur 3 ans, on faisait faire une économie à la société de 700 000 euros. Voilà. Donc oui, la réponse, elle est évidente sur un plan humain. Elle est évidente sur un plan économique. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Voilà. J'insiste un petit peu sur ce, même si c'est un peu une comptabilité qui peut paraître inhumaine, mais aujourd'hui on constate qu'il y a énormément comme de moyens qui sont mis dans la recherche pour des traitements traditionnels, pas tellement pour la recherche pour les bienfaits de ces pratiques. C'est un petit peu l'orientation de ma question. Ouais. Et pour aller dans ce sens-là, donc là je viens de démontrer que ça n'a remplacé pas la démarche habituelle, ça l'a renforcée, et ça a augmenté les taux de guérison et donc réduit les coûts. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? En plus, je ne parle pas des économies en termes de sociale, puisque les femmes vont mieux retourner au travail, elles vont vont pas sortir du système et donc être participantes à la société. Donc il y aura un coût social aussi qui sera réduit. Enfin, prenons un exemple, la réaction des gens en général, c'est d'aller vers ça. C'est-à-dire, moi je sais qu'il y a eu des gens qui ont voulu ils ont perdu quelqu'un atteint de cancer. Leur réflexe, c'est de donner à la recherche. Ils ont récolté 100 000 euros, ils ont donné à la recherche. C'est bien, mais le problème qu'on a aujourd'hui, qu'on a de plus en plus, c'est que les médicaments sont trouvés par la recherche, mais ils ne sont pas mis à disposition, ils ne sont pas remboursés. Je prends l'exemple dans le cancer du pancréas. Il y a des pompiers qui ont fait une collecte formidable pour un pompier qui est mort du cancer du pancréas. Ils ont donné 100 000 euros dans un centre anticancéreux.
Eh bien, il y a un médicament anticancéreux dans le cancer du pancréas qui est depuis 2 ans découvert, validé, tout ce qu'on veut, il a toutes les autorisations sauf le remboursement. Voilà. Et on est devant ça. Et au lieu de donner la somme pour dire, OK, on va aller vers la prévention pour qu'il n'y ait pas de cancer du pancréas, on va aller vers une meilleure mise en place des essais thérapeutiques aussi, une meilleure rationalisation, etc. Eh bien non, on donne pour la recherche simplement parce qu'on pense qu'à ça, trouver le médicament qui va faire que c'est terminé. Et on oublie trop qu'il y a des choses qui sont mais beaucoup plus rentables encore. Les médicaments font faire des progrès fantastiques aujourd'hui, mais on est devant un mur. On a des traitements qui sont de l'ordre de 10 000 euros par mois. Et on ne pourra pas traiter tout le monde. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait moins de malades. Sinon, on ne pourra pas les traiter. Et j'ai aujourd'hui vraiment, moi, cancérologue, en clinique et dans les hôpitaux, on a des gens qui sont obligés de payer leur traitement, leur chimiothérapie, parce qu'elles ne sont pas remboursées. Ça, on n'en parle pas, parce que personne ne parle de la santé, que c'est le grand tabou. 50 députés étaient présents pour voter la loi santé, quand il y en avait 500 pour voter la loi antiterroriste. Je suis absolument debout contre le terrorisme, mais je dirais il y a une dizaine de morts, il y a 440 morts du cancer chaque jour. Il y avait 50 députés présents. Il y a quelque chose à faire en prévention. Il y a un enfant qui meurt tous les jours du cancer. Donc là, aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de m'associer à votre démarche. C'est quelque chose qui coûte pas cher, qui mobilise, mais qui doit amener un changement de la société, un changement profond, à tous les points de vue. Donc c'est évidemment pas que les progrès des médecins, des soins, mais c'est les changements de mentalité, c'est prendre soin de soi, c'est se responsabiliser. Et après, je suis d'accord aussi, modifier la médecine, il faut changer la pratique de la médecine. Alors, sur un pas pour la santé, on essaye de s'appuyer sur un vivier associatif qui en France est extrêmement important, motivé, et on le voit par l'enthousiasme, parce que comme vous disiez, ça coûte pas cher. Nous, on a tout fait à zéro budget. Simplement, la communication s'est fait naturellement parce qu'il y a un tel enthousiasme des associations que ça se répand assez vite. Vous parliez de bénévoles tout à l'heure dans votre centre ressources. Vous les sélectionnez, vous les formez, vous proposez vous-même des formations. Comment ? Parce que tout le monde n'est pas forcément préparé à encadrer, à proposer quelque chose même d'intelligent vis-à-vis de cet accompagnement. Oui, bien sûr. On a un process où on va sélectionner les intervenants. On a une façon de procéder qui fait que, on a 125 intervenants et on n'a pas de burn-out. Ils sont bien encadrés par une structure. C'est sûr que ça ne nécessite pas que des bénévoles, parce que sinon, c'est pas possible. Je l'ai fait dans l'histoire de l'association. À un moment, on était avec une vingtaine d'intervenants, que des bénévoles. Là, j'ai eu des burn-out, des malades. C'était trop lourd. Alors que là, on a une structure qui s'autoporte avec vraiment un encadrement de professionnels, de salariés ou de vacataires. Et les intervenants, ils sont dans la structure et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. On a un process de sélection, c'est certain, c'est indispensable. Je vais finir par une dernière question qui est plus personnelle. Pourquoi, il y a 3 ans et demi, vous avez créé cette association Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, au premier chef ? En fait, c'est né en 92, je dirais, moi c'est de naissance, mais quand j'ai commencé mon internat en médecine dans les années 90, j'ai tout de suite voulu chercher une méthode d'accompagnement. Donc ça a mis du temps pour trouver la forme, ça a mis beaucoup de temps même, je dirais, mais dès les années 2000, j'avais mon idée, on a créé l'association, elle a grandi et elle aboutit petit à petit à la forme d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais la décision, pour moi, elle est prise depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, donc, il y a un deuxième centre qui est ouvert, plusieurs qui vont s'ouvrir. Comment ça se passe Est-ce que vous ouvrez la porte à toute initiative vous faites un appel aux initiatives un peu partout en France, ou c'est par un réseau de connaissances ? Ça fonctionne avec des personnes, donc il faut absolument des gens engagés et souvent une équipe. Les gens qui commencent à dire c'est bien, ils se rendent compte après derrière de l'effort que ça demande, l'implication, je dirais sans faille. Donc aujourd'hui il y en a 2, il y a une dizaine de projets, mais c'est tous des projets tous très différents dans leur
forces et dans leurs faiblesses, mais ils ont tous en commun une volonté effectivement d'adhérer à cette éthique qu'on a mis en place, cette éthique où on place l'humain au centre des soins, où on va s'occuper de la personne et pas du cancer. On va s'occuper des personnes, on va leur donner une existence, une vraie existence, une identité en tant que personne. Donc c'est aujourd'hui 2 centres, c'est une fédération qu'on est en train de monter là, qui va se formaliser cet été. On termine les dernières touches juridiques. Et il y aura une dizaine de centres, je pense, d'ici peut-être en 2016. Quoi. D'accord. Bon, bel objectif. Bien, merci Dr Mousset.